Reprise très timide des cours ce lundi à Kinshasa et en province. D'autres élèves, par contre, n'ont pas eu cours dans la plupart des écoles publiques. Les résolutions de Mbouela en présence du Premier ministre avec le bon syndical ne semblent pas avoir convaincu les enseignants qui ont décidé de poursuivre le mouvement de grève. Début de la COP26 ce lundi en Écosse, la RDC se présente comme pays solution à la crise climatique et va défendre sa position grâce à son patrimoine forestier, son potentiel hydroélectrique et solaire. Renforcer la diplomatie parlementaire et réchauffer des relations bilatérales entre Bruxelles et Kinshasa. C'est l'objet de la mission parlementaire belge en RDC conduite par le ministre d'État André Flayot sur invitation du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo. 11e prorogation de l'état de siège ce lundi à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu ont boycotté la plénière. Ils réclament le départ des gouverneurs militaires qui, d'après ces élus, n'ont apporté aucune amélioration. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Parlons d'abord éducation, reprise très timide des cours ce lundi à Kinshasa et en province. D'autres élèves, par contre, n'ont pas eu cours dans la plupart des écoles publiques. Les résolutions d'Ombouela, qui sont tout entre le gouvernement et le banc syndical en présence du Premier ministre, ne semblent pas avoir convaincu les enseignants qui ont décidé de poursuivre le mouvement de grève qui a débuté le 4 octobre dernier, jour de la rentrée scolaire. Je l'annonçais au sommaire, début ce lundi de la COP26, ce forum sur le climat réunira pendant près de 2 semaines en Écosse les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, un moment décisif pour s'assurer que le monde travaille ensemble pour faire face à la menace existentielle du changement climatique. La RDC, qui se présente comme pays solution à la crise climatique, va défendre sa position grâce à son patrimoine forestier, son potentiel hydroélectrique et solaire. Le monde se réchauffe en raison des émissions combustibles fossiles causées par l'homme. Les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique, notamment les vagues de chaleur, les inondations et l'effet des forêts s'intensifient. La COP26, une conférence sur le climat consacrée à cette situation, débute ce lundi et travaillera notamment sur l'adaptation et la résilience face au réchauffement climatique, sur la transition énergétique et un transport routier plus propre. Pendant près de 2 semaines, c'est-à-dire du 1er au 12 novembre à Glasgow, en Écosse, près de 200 pays signataires de l'accord de Paris de 2015 se réunissent pour une action collective urgente. Ils ont tous accepté en 2015 de procéder à des changements pour maintenir le réchauffement de la planète bien en deçà de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et essayer de viser 1,5 degré Celsius afin d'éviter une catastrophe climatique. Ce qui signifie que les pays doivent continuer à réduire les émissions de manière plus importante jusqu'à atteindre un niveau net zéro en 2050. Parallèlement aux engagements pris par les pays pour protéger la nature, les pays économiques plus développés doivent fournir les 100 milliards de dollars par an qu'ils ont promis pour soutenir le pays vulnérable. À noter que le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à Glasgow dimanche soir pour prendre part à ce rendez-vous mondial sur l'enjeu climatique, d'où il va défendre la position de la RDC, pays solution à la crise climatique grâce à son patrimoine forestier, son potentiel hydroélectrique et solaire. Pour arriver à respecter cet accord, le président de la COP26 a fixé 4 objectifs à chaque pays signateur, à savoir la réduction des émissions, l'adaptation au changement climatique, les financements et la collaboration. À la fin de la conférence, une forme de déclaration est attendue. Chaque pays devra la signer et elle pourra comporter des engagements spécifiques. Renforcer la diplomatie parlementaire et réchauffer les relations bilatérales entre Bruxelles et Kinshasa, c'est l'objet de la mission parlementaire belge en RDC, conduite par le ministre d'État André Flayot sur invitation du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo. Ce lundi, la délégation a eu une séance de travail avec les bureaux de 2 chambres du Parlement. Regardez.
La délégation d'André Flao a d'abord échangé avec le président du Sénat, Modeste Batilukebo. À ses côtés, les membres de son bureau, les députés et les sénateurs membres du groupe d'amitié RDC Belgique. Ensuite, le président du Sénat a accompagné ses hôtes au cabinet de son collègue de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Ils y ont poursuivi les échanges sur plusieurs sujets d'intérêt commun. L'organisation de la grande foire des entrepreneurs, dont l'ouverture est prévue vendredi à Kinshasa, a été aussi évoquée. Cette visite aboutira à la signature d'un protocole d'accord entre deux parlements pour se soutenir mutuellement dans plusieurs domaines. L'accord porte notamment sur l'échange des informations et expériences entre les parlements belges et congolais. Nous entendons par nos contacts ici donner le signal que nous voulons effectivement intensifier les rapports entre le Congo et la Belgique, en commençant notamment par les rapports entre les assemblées parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat ici, et les assemblées Chambre des représentants et Sénat en Belgique. Parce que tout système démocratique appuie sa base sur les assemblées parlementaires. Et donc il faut voir notre présence comme étant une volonté d'avancer ou d'actualiser déjà des choses que j'ai faites moi il y a très longtemps d'ici, puisqu'il y a déjà un accord et une base qui existent depuis 2012. Il faut noter que c'est par l'aéroport international d'Ndjili que la délégation parlementaire belge est arrivée samedi à Kinshasa. Elle a été accueillie par le deuxième vice-président du Sénat, Sangouma Mosaï. Dans l'actualité également, 11e prorogation de l'état de siège ce lundi à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu ont boycotté la plénière. Ils réclament le départ des gouverneurs militaires qui, d'après ces élus, n'ont rapporté aucune amélioration depuis le début de cette stratégie. Tous les jours, des morts sont enregistrés. Ce sont les députés nationaux élus de l'Ituri et du Nord Kivu que la plénière a eu lieu, dirigée par Jean-Marc Akabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, avec l'ordre du jour inscrit l'autorisation de la prorogation de l'état des sièges dans l'économie du projet de loi que fait la ministre d'État. Il ressort que les opérations menées jusque-là par les forces armées et les services de sécurité de la RDC en Ituri et dans le Nord Kivu suscitent l'espoir de retour de la paix et la détermination d'éradiquer les forces ennemies. En Ituri, les deux grands bastions ennemis dans les localités de Lipri et Nyangarai, en territoire de Djougou, occupés par la coalition Codeco et FDBC, sont passés sous contrôle des forces loyalistes. À l'issue de cette opération, 42 assaillants se sont rendus et d'autres se sont dirigés vers les localités d'Ingene et Djougou, en territoire d'Irumu, où les FARDC le pourchassent tout en consolidant leur position, avant d'égrener tous les hauts faits d'armes réalisés par les forces loyalistes sous les troupes ennemies. Entre-temps, les députés de l'Ituri et du Nord Kivu ont arboré des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Pas de 11e prorogation sans plan de sortie ». À lire entre les lignes que cela veut dire que les députés ressortissants de l'Ituri et Nord Kivu sollicitent la fin de l'état des sièges. Jean-Marc Akabound s'est dit surpris par cette réaction. À la ministre d'État en charge de la justice et celui de la défense nationale, Jean-Marc Akabound a recommandé de faire le suivi de ceux qui détournent les fonds alloués aux opérations militaires dans les provinces sous état des sièges. Le texte ne sera pas examiné prochainement si ces responsables du détournement ne sont pas sanctionnés. Menace, Jean-Marc Akabound. Et puis le ministre des Transports et Voies de Communication, Chéribin Okende, a été dépêché par le Premier ministre Sama Lukonde le dimanche dernier dans le territoire de Songololo, Congo central, où un train machiniste a connu un déraillement entre les villages Mwenge et Kiazi. Le bilan fait état de 4 morts et 2 blessés. Chérubin Okende, accompagné de son vice-ministre Marc Kekila, du député national Eliezer Tamboué, ainsi que de quelques membres du comité de gestion de la Société commerciale des transports et des ports, sont descendus à Songololo pour s'imprégner de la situation. Le bilan fait état de 4 morts et 2 blessés, dont un machiniste et un mécanicien, tous membres de l'équipage. La première des choses, je voudrais vraiment me permettre d'adresser des condoléances aux membres de famille de victimes et aussi à toute la communauté de la SCTP. Ensemble, nous devons dire plus jamais ça.
Bien sûr que la vie appartient à Dieu, mais nous devons, nous, en tant qu'hommes, en tant que responsables, nous entourer de toutes les conditions possibles pour que le travail se fasse dans de meilleures conditions de sécurité et de sûreté. Le ministre des Transports, qui avait dans sa suite des ambulances médicalisées, des médecins et techniciens venus de Kinshasa, s'est associé aux secouristes pendant l'extraction des corps sans vie pour les acheminer vers la formation hospitalière la plus proche. Après avoir rendu visite aux 2 blessés, sur instruction du Premier ministre, il a demandé leur transfert à Kinshasa pour des soins appropriés. Face à cette situation, Chérubin Okende a relevé l'urgence de doter la SCTP des matériels lui permettant de bien faire le travail afin que de tels incidents ne se reproduisent plus. Quant à la détermination de pouvoir relever la SCTP, je réaffirme cette volonté implacable de l'ensemble du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État pour que nous puissions arriver à relever le défi. Par ailleurs, une enquête est déjà ouverte par le procureur général près le parquet de Mbanza-Ngungu qui était dans la suite du ministre des Transports afin de faire toute la lumière sur cet événement malheureux. Parti sur le lieu de l'accident le matin, Chérubin Okende a regagné Kinshasa après minuit. Et puis le chef du gouvernement a bouclé dimanche sa mission dans le Congo central. Parti vendredi, le Premier ministre a lancé le programme de développement à la base. Cette fois, c'était à Songololo, dans le volet éducationnel, sanitaire. Et avant de visiter le port de Matadi, au micro d'Arlette Boutella, Jean-Michel Samaloukonde revient sur l'essentiel de sa mission. Pour boucler sa mission après différents chantiers, Samaloukonde tient à Matadi le Conseil de sécurité. Bien avant, le chef du gouvernement a prêté oreille aux forces vives pour évoquer les problèmes de la province. Notre présence ici montre que c'est quelque chose d'encourageant et que nous souhaiterons que ça continue. Non seulement ici, mais sur toute l'étendue de la République. Et l'élément qu'on devrait également ajouter, c'est le fait d'avoir choisi Songololo qui, dans l'histoire de notre province, devrait être le chef-lieu de la province. C'est quand même un symbole, un signal très important. Dans la journée, ce sont les ports qui sont visités. Après les honneurs militaires, le Premier ministre attaque le port international de l'Onatra. Occasion pour les travailleurs de soumettre les difficultés auxquelles ils font face. Ils réclament leurs arriérés de salaire et la fermeture des ports privés. Samaloukonde fait un constat amer. Les matériels de travail sont d'une vétusté indescriptible et la quasi-absence des bateaux accostés. En parlant des ports privés, SMCT a l'honneur de recevoir la délégation gouvernementale. C'est le chef du port qui apporte les explications claires sur le fonctionnement de ce port moderne. Nous avons profité de cette visite pour respecter les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République sur les projets de développement à la base, c'est-à-dire dans nos territoires. Et nous sommes arrêtés particulièrement à Kimpese et à Songololo dans le cadre du lancement des travaux dans le secteur santé, le secteur de l'eau et le secteur de l'éducation. Rappelons que cette mission constitue la deuxième étape du programme de développement de 145 territoires et permettra ainsi à chaque Congolais de bénéficier d'une redistribution équitable de recettes de l'État. On s'envole pour la province de l'Ituri où la vie reprend son cours normal dans la région de Tchabi et Boga. Résultat des opérations militaires contre les rebelles ougandais ADF Nalu depuis la mise en place de l'état de siège. Un vent nouveau souffle dans la région de Boga et Tchabi, en territoire du Roumou. Un climat de paix et de stabilité grâce aux opérations militaires menées depuis les premiers mois de l'état de siège pour traquer les terroristes ADF et leurs alliés, jadis auteurs de l'insécurité. L'ère est désormais au retour à la vie normale, au développement et à la reconstruction des infrastructures de base dans l'hôpital général de Boga, réfectionné et équipé sur financement du gouvernement militaire de l'Ituri. De malades s'en réjouissent. Nous remercions le gouverneur pour cette assistance qui dit l'aide dans sa lourde mission de sécuriser la population. Nous les malades sommes contents des soins de qualité dans cet hôpital. Un habitant de Boga lance un appel à la population à regagner ses habitations. Mon souhait est de voir le gouvernement sécuriser davantage la région pour permettre la reprise des activités champêtres, que la population regagne leur maison, car la paix est déjà rétablie. Pour rappel,
Après la débâcle infligée aux ADF et leurs supplétifs dans la région de Bouga et Tchabi par les forces armées, 35 éléments de ces groupes armés étrangers se sont rendus au FARDC avec 20 armes. Expo Dubaï 2020, on en parle encore dans ce journal, particulièrement de la visite du ministre d'État des Émirats Arabes Unis en charge des pays africains dans les stands de la RDC, la République démocratique du Congo étant parmi les pays d'Afrique qui essentiellement a de bonnes relations avec les Émirats dans plusieurs domaines. Le ministre émirati a salué notamment les différentes réformes apportées dans le secteur du commerce par son homologue congolais, Jean-Lucien Boussa, qui a accompagné le chef de l'État lors de la cérémonie d'ouverture de ce grand événement. Les échanges commerciaux entrepris à Dubaï par le ministre du Commerce extérieur n'a pas laissé indifférents les autorités du pays hôte. C'est ce qui justifie la visite du ministre d'État des Émirats en charge des pays africains au stand de la RDC. Dans son agenda, Cheikh Chakbout a visité entre autres l'Éthiopie, le Gabon, la RDC et d'autres pays africains situés dans la zone de libre-échange continentale africaine. La loi relative au partenariat public-privé ayant établi le cadre légal pour le fonctionnement de l'Agence nationale des promotions des exportations ANAPEX, initié par le ministre congolais Jean-Lucien Boussa, le stand de la RDC qui présente différentes variétés et ressources à mettre en évidence dans le cadre d'un partenariat a également attiré la curiosité du ministre émirati qui a adressé des sincères félicitations au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Lors du forum Global Business for Africa, le président de la République lui-même a évoqué les opportunités qu'offre la RDC pour le développement de l'Afrique et en particulier des affaires en République démocratique du Congo. Pour sa part, le ministre du Commerce extérieur, qui souhaite à tout prix la promotion des exportations des produits RD congolais, avec pour conséquence directe l'amélioration des vies de ses compatriotes, se réjouit également de l'attention que le stand de son pays attire, et surtout qu'il a tout le potentiel pour jouer un grand rôle dans les échanges internationaux en général et avec le pays en développement en particulier. Avec les réformes apportées, Jean-Lucien Boussa compte poursuivre sa démarche, celle de changer le climat des affaires et des investissements. Et puis le commandant du 13e régiment infanterie de la garde républicaine en mission d'inspection dans la ville de Kolwezi pour se rendre compte du travail de ces hommes dans la province du Lualaba. Les détails dans cet élément. En séjour de travail dans la province du Lualaba, le commandant du 13e régiment infanterie de la garde républicaine en charge du Grand Katanga a inspecté l'évolution du travail abattu par cette unité spécialisée ayant prêté serment de défendre le territoire national et faire régner la paix sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans la ville de Kolwezi, capitale provinciale du Lualaba. Une marche de dissuasion a été organisée le samedi 30 octobre 2021. Le point de départ était l'entrée de l'aéroport national de Kolwezi en passant par la route Kazembe qui mène vers l'hôtel du gouvernement provincial et le rond-point Mwangeji. Ils sont passés aussi par le rond-point de l'Indépendance et le rond-point Mariapolis. Le colonel Kumbindombasi Daniel et sa suite sont arrivés aussi à la poste au centre-ville, à la cité Jekamine Moussonoy, Kapata, la route Bypass ainsi que la route nationale numéro 39. Cette caravane avait pour but de permettre au colonel Kumbindombasi Daniel de se rendre compte du travail abattu par la garde républicaine dans la province du Lualaba. Rappelons que la garde républicaine, avec l'appui du gouvernement provincial, est d'un apport considérable dans la traque des réseaux des bandits qui s'illustrent ce dernier temps dans le vol des câbles haute tension d'un Nseke. Et puis après plusieurs jours de transmission de connaissances sur la communication institutionnelle, c'est ce lundi 1er novembre que s'est clôturé ce grand cours dispensé par le professeur Jean-Marie Kassamba aux étudiants de la promotion LIAO de l'École nationale de l'administration. C'était une clôture plutôt émouvante. Ces cadres de formation sur l'administration sont restés sous leur soif, avec le cours de la communication institutionnelle dispensé par Jean-Marie Kassamba. Les étudiants de la promotion LIAO n'ont pas pu retenir leur joie. Je me permets de vous adresser nos remerciements de votre disponibilité, de votre bienveillance et de votre amour et partage de la science, notamment en ce qui concerne la formation de l'élite congolaise que nous sommes, que nous constituons.
Alors, c'est au nom vraiment de toute ma promotion et avec un cœur rempli de reconnaissance que nous vous disons merci pour tout le temps que vous avez disponibilisé pour nous. Et que le bilan que vous garde et vous revoir très bientôt. Merci. Ces futurs fonctionnaires ont été outillés sur les stratégies et tactes de la communication territoriale pour leur permettre à bien interagir à l'interne comme à l'externe, ce qui est une obligation pour chaque cadre de la territoriale. Parce que nous sommes très préoccupés sur la qualité de nos fonctionnaires, de nos cadres, et profiter de ce que je viens de vous donner, de ce que mes autres collègues donnent. Faites de notre pays un pays normal, un pays ambitieux, un pays où l'excellence doit prendre la place à la médiocrité. Encore une fois, courage et surtout beaucoup de détermination en appliquant la devise de l'ENA. Il s'est de rappeler que c'est en 2003 qu'il y a eu la dernière réforme au sein de l'administration congolaise dont le cours de communication institutionnelle de Jean-Marie Kassamba s'avère très nécessaire. Et puis, cela fait très exactement 10 semaines depuis qu'il est à la tête de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Le directeur général AI, Olivier Moucheté, était en causerie morale avec le personnel de l'ICCN ce lundi dans la grande salle du jardin botanique, occasion pour ce dernier de rassurer à ses interlocuteurs quant à sa détermination d'améliorer leurs conditions sociales. Devant les agents de l'ICCN réunis dans la grande salle du jardin botanique, le directeur général ad intérim, Olivier Moucheté, est revenu sur les différents axes de son mandat qui sont entre autres le respect de l'intégrité, l'aspect humain, la responsabilité et le renforcement de la capacité d'autofinancement. Faisant un tour d'horizon de la situation générale de l'ICCN, Olivier Moucheté a reconnu les grands défis qui restent à relever, notamment en ce qui concerne l'amélioration des conditions sociales des agents qui constitue l'une des priorités de son mandat. Je crois qu'après 10 semaines d'occupation de la direction générale, il était très important de lancer une passerelle de communication avec les agents parce que du fait du mode de gestion qui a été en application pendant les 15 années avant que nous arrivions ici, il y a de très nombreuses frustrations. De nombreux agents sont à la maison, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Et donc il était très important de se mettre à leur disposition pour les écouter, entendre ce qu'ils ont à dire, au moins ici à Kinshasa, en attendant qu'on ait la possibilité de faire parler tout le monde. Parce que ça, c'est une de mes grandes préoccupations, c'est que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer. Aujourd'hui, à l'ICCN, nous n'avons même pas 5% de femmes. Donc c'est problématique, il faut modifier ça. Alors ça va commencer par un processus de recrutement que nous allons engager d'ici quelques mois, le temps de trouver les ressources pour financer ce genre de projet et donc engager un processus de recrutement qui nous permettra de rajeunir la population, d'avoir plus de femmes qui soient impliquées dans le processus, d'avoir une meilleure formation, d'avoir aussi des meilleures rémunérations, aussi bien sur le salaire que sur les primes, qui, vous l'aurez entendu, ce sont les principales préoccupations des agents ici. L'Institut congolais pour la conservation de la nature compte 3800 agents dont la grande majorité se trouve dans les différentes aires protégées réparties sur l'ensemble du territoire national. Et puis le Parti politique social et démocratie pour le peuple a procédé dimanche au paiement des fonds sociaux sans intérêt, une opération inédite qui vise à encourager l'entrepreneuriat et à réduire le taux de pauvreté en milieu urbain, mais aussi de soutenir la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Le Parti politique social et démocratie pour le peuple a tenu sa promesse ce dimanche. Au cours d'une cérémonie extrêmement riche en émotions, la première génération des bénéficiaires du Fonds social sans intérêt a obtenu ses enveloppes après une formation financée par le Parti pour la réussite dans l'entrepreneuriat. L'initiatrice de l'opération Fonds social sans intérêt, la présidente de la Ligue des femmes du Parti social et démocratie pour le peuple, Ornella Yenamaou, se dit satisfait de cette stratégie, une des tailles, mise en place par le SDP pour prêter main forte au credo du chef de l'État, le peuple d'abord. Toujours na
kosunga vision ya chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, c'est tel que nous l'avons dit, nous ne comptons pas laisser le président de la République travailler seul. Nous sommes là, SDP, avec l'ambition de l'accompagner dans son credo, dans sa vision du peuple d'abord. Carte de membre et enveloppe à la main, ces femmes saluent dans l'émotion ces gestes que l'on ne voit pas tous les jours dans l'environnement politique congolais. Au-delà de ces fonds d'aide, ces femmes bénéficient également d'une couverture sanitaire en cas de problème. Nous n'avons jamais assisté à des scènes pareilles. Nous ne voulons pas qu'à l'approche des élections, certains politiques viennent avec des polos tout simplement et quelques bassins pour prendre nos voix. Avec le SDP, nous avons bel et bien assisté à la réalité. Nous avons nos enveloppes et nous pouvons débuter nos commerces. Un événement qui a eu lieu en présence des cadres d'autres partis politiques, membres de l'Union sacrée tels que la FDC de Modeste Bahati-Lukwebo. Tous se disent admiratifs de cette ambition d'impacter le social du peuple, en termes clairs, d'échanger leur vie définitivement. Et puis de son côté, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, était en meeting au stade Vélodrome pour rétablir la vérité sur la désignation de Denis Kadima, président de la CENI. Il a également prêché la paix et le dialogue entre institutions. Le message délivré par Christophe Mbosso Nkodia s'est articulé autour de la vérité sur la composition de la nouvelle équipe de la CENI, le soutien à la paix et aux institutions, ainsi qu'au processus électoral. S'agissant de la vérité, Christophe Mbosso a tenu à rétablir la vérité au milieu de toutes les contre-vérités distillées dans la société congolaise. Il s'observe une propension au mensonge, aux contre-vérités et à des informations non vérifiées. Christophe Mbosso a appelé ses militants et militantes à éviter des attitudes qui ne contribuent pas au développement. Il faut plutôt les dialogues entre humains pour ce qui est de la paix, vertu cardinale pour le développement du pays. Christophe Mbosso a prêché la paix et le dialogue entre institutions. S'agissant du processus de désignation de membres de la CENI, on parle de forcing, mais Mbosso explique à sa base le laborieux et difficile processus de désignation de membres de la CENI. Bureau sur 7 membres, société civile, un poste, président de la CENI. Batobako Bimisaye, ba confession religieuse. Majorité, 4 postes. Opposition, 2 postes. Total, 7. Makelele Ibimaka, Ibimakate. Tokanaka, Nazana Mikanda. Avant de lancer l'ultime message en prévision des échéances de 2023, dont Félix Tshisekedi est le candidat de la CRD à la présidentielle et d'autres candidats CRD et autres alliés. Il a appelé ses militants au soutien aux différents candidats CRD qui seront présentés le moment venu. Et puis après une mission d'intense activité à Kinshasa, Fifi Masuka est rentré dimanche dans sa province par l'aéroport national de Kolwezi. Le gouverneur intérimaire a été accueilli par une équipe restreinte constituée de quelques membres de l'exécutif provincial et ceux de son cabinet. C'est confiant à la presse, l'autorité provinciale n'a pas caché son indignation sur la situation d'un compatriote qui serait enterré dans les installations de Sikomine. Elle affirme suivre de près la situation qui se trouve déjà entre les mains de la justice. Madame le gouverneur intérimaire a regagné le Lualaba dans la soirée de ce dimanche 31 octobre 2021. À l'aéroport national de Kolwezi, quelques membres de l'exécutif provincial, ceux de son cabinet et une partie des jeunes de FIDEC étaient sur place pour l'accueillir. Fifi Masuka Saini était à Kinshasa pour participer à la 10e commission mixte entre la RDC et l'Angola. La province du Lualaba a toujours marqué le point. Nous avons pu échanger par rapport à la situation sur les infrastructures, la situation sur l'agriculture, la situation sécuritaire et la situation sanitaire de la saison sèche ouvre un couloir pour pouvoir aider nos frères de l'Angola à acheter le maïs, le concept de manioc, tout ce qui est aussi produit au niveau des îles au lieu de la province est vendu de l'autre côté. Mais nous avons aussi profité pour leur demander de faire la même chose en ce qui concerne le carburant. Et ont été choqués par la situation d'un compatriote qui serait enterré dans les installations de Sikomine après avoir connu un accident dont la vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux,
L'autorité provinciale avait même convoqué à partir de la capitale un conseil provincial de sécurité. Elle a affirmé que le dossier évolue comme il se doit du côté de la justice. Je tiens à informer la population de Lualaba que par les réseaux, nous avons vu ce qui s'est passé à la société Sikomi et nous avions organisé un conseil de sécurité au niveau de Kinshasa. Des résultats aujourd'hui, nous avons des pistes et pour cela, nous tenons aussi à féliciter notre parquet qui a fait un travail de titan et nous allons voir ce qui va se passer par la suite. Masuka Saini a félicité le travail abattu par les services de sécurité pour démanteler tous les réseaux des voleurs et bandits, ce qui permet à la population de passer des nuits paisibles. Direction la province de l'Équateur où l'ISTEM Mbandaka a clôturé l'année académique 2020-2021 avec la cérémonie de collation de grade académique. Le taux de réussite est de 47%. Après 6 ans à la tête de cet institut, le bilan des actions est largement positif pour le directeur général, le professeur Faustin Poutou Bokenga. Cette cérémonie marque la clôture de l'année académique 2020-2021 et la collation de grades académiques. À ISTEM Mbandaka, l'occasion est belle pour le directeur général de faire le bilan de réalisation à son actif depuis 2015. Le comité de gestion de l'ISTEM Mbandaka a initié sur propre les travaux de construction d'un bâtiment devant abriter la bibliothèque moderne et le laboratoire informatique en faveur des apprenants et des élèves encadrés. À ce stade, ces travaux évoluent à pas de géant et l'inauguration du bâtiment par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire est prévue au 14 décembre 2021, date d'ouverture de la prochaine rentrée académique 2021-2022. Un bilan jugé positif au regard des innovations apportées dans la modernisation de cet établissement public, dans le respect des instructions académiques édictées par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, la viabilisation de ce bâtiment de l'ISTEM Mbandaka. À l'issue de l'année académique qui s'achève, on compte 427 lauréats sur le 906 participants, soit un taux de réussite de 47%. Chers lauréats, soyez fiers de la formation réussie de l'ISTEM Mbandaka et ne souffrez d'aucun complexe, car vous avez reçu des enseignements pertinents assurés par un corps professoral dévoué, outillé et qualifié. Partout où vous irez, servez la nation congolaise et l'humanité. Nous vous souhaitons plein succès et bonne chance dans la vie active. Ce message d'encouragement a permis à l'autorité provinciale de clore en beauté la cérémonie conformément au calendrier académique réaménagé par l'autorité de tutelle. Et puis, parlons religion. Avant de boucler ce journal, le ministère chrétien du combat spirituel fête ses 30 ans d'existence, a procédé hier dimanche à la clôture de ses activités qu'il a lancées depuis le 17 octobre 2021 au siège de la Cité de Triomphe. Au siège de la Cité de Triomphe, je disais. C'est une célébration sous les signes de la disparition des Papa et Mama Olangi, tous deux visionnaires du ministère chrétien du combat spirituel. La cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités ecclésiastiques mondiales de cette grande communauté venue de plusieurs coins de la planète. Occasion pour les présidents de la Fondation Olangi Osho, Alain Gabriel Olangi, de remercier toutes les personnes et serviteurs de Dieu et ont pris part à ces assises organisées du 17 au 31 octobre de l'année en cours. Dieu s'est glorifié énormément durant ces assises. Le peuple de Dieu qui est venu de plusieurs sièges à travers le monde, à travers la RDC, ont été énormément bénis durant ces assises. Ces 30 ans d'existence du CIFMC marquent un parcours réussi pour les couples Olangi, en croire le président de la Fondation Olangi Osho. On donnait à ce ministère 6 mois lorsque maman Olangi commença ce ministère au parc sur l'avenue Kassavubu.
On disait, c'est quoi ça encore ces hérésies? C'est quoi encore cette secte? On ne donnait pas 30 ans, maman Kaki. Même si les parents ne sont plus de ce monde, je pense qu'il est de bon aloi de célébrer ces 30 ans pour rendre grâce à l'Éternel qui a fait subsister ce ministère pendant toutes ces années et rendre hommage également à ses serviteurs de raison. Téné, les festivités des 30 ans d'existence du ministère chrétien du combat spirituel, dimanche 31 octobre 2021 à Kinshasa, se sont clôturés dans une ambiance festive. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Reprise très timide des cours ce lundi à Kinshasa et en province. D'autres élèves, par contre, n'ont pas eu cours dans la plupart des écoles publiques. Les résolutions d'Ombouela en présence du Premier ministre avec le banc syndical ne semblent pas avoir convaincu les enseignants qui ont décidé de poursuivre le mouvement de grève. Début de la COP26 ce lundi en Écosse. La RDC se présente comme pays solution à la crise climatique et va défendre sa position grâce à son patrimoine forestier, son potentiel hydroélectrique et solaire. Renforcer la diplomatie parlementaire et réchauffer les relations bilatérales entre Bruxelles et Kinshasa, c'est l'objet de la mission parlementaire belge en RDC conduite par le ministre d'État André Flayot sur invitation du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo. 11e prorogation de l'état de siège ce lundi à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu ont boycotté la plénière. Ils réclament le départ des gouverneurs militaires qui, d'après ces élus, n'ont apporté aucune amélioration depuis le début de cette stratégie. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de la télévision du cinquantenaire. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Démenti sur la déclaration des prétendus 154 ONG contre le rapport de la plateforme Congo n'est pas à vendre sur Kibali Gold Mining diffusé au journal des Télé 50. Nous avons appris avec consternation la diffusion d'un reportage du journal Info des Télé 50, ensuite relayé dans des réseaux sociaux, qui rapporte une prétendue dénonciation de 154 organisations de la société civile contre le communiqué de l'ONG Congo n'est pas à vendre sur les abus de droits humains qui seraient commis dans le territoire de Ouacha, en province de Haut-Touélé, par Kibali Gold. Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas ni initiateurs, ni participants à cette communication qui sape les efforts louables de la plateforme Congo n'est pas à vendre dans la lutte contre les abus de droits humains qui seraient perpétrés par la société minière Kibali Gold Mining. Les images supposées à ce reportage ont été utilisées par l'initiateur pour illustrer et crédibiliser cette information dont nous ne maîtrisons ni les tenants ni les aboutissants, ni les intérêts inavoués. Nous précisons que ces images superposées à ces reportages ont été prises le 13 juillet 2021 au CEPAS à l'issue d'une session de travail sur le processus de désignation du président de la CENI par les confessions religieuses. Signé Palmer Kabeya, Georges Opombo, Maître Eli Kayembe et consorts. La famille Amouri a la profonde douleur de vous annoncer la mort inopinée de leur frère, père et oncle, Monsieur Amouri Lundakala Raymond, mort survenu ce mardi 26 octobre 2021. Le programme des obsèques se présente comme suite. Lundi 1er novembre 2021, veillée mortuaire à la résidence familiale 6 avenue Salongo, numéro 115, commune de Mongafula, route Lutendele. Mardi 2 novembre 2021 à 9h, levée de corps à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de Limete, 14e rue pour le cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. De 13h à 17h, bain de consolation à la salle Orolis à Kingasani, Yasuka, Arrêt Matamba. Pour la famille Faustin Mateke Amouri, contact 09 98 61 64 499. Avec les anges en